La télévision, c'est le 20h, le grand journal que tout le monde regarde le soir. Présentateur vedette face aux caméras. Soudain, un individu entre, il est masqué, sa voix est déformée, on ne sait pas qui il est. Il pose une arme Maxime Chatham. Maître des ténèbres littéraires, alchimiste des peurs humaines, stratège du suspense, et pourtant, derrière l'imaginaire flamboyant qu'il offrait au monde, certaines voix murmuraient qu'une existence avait vacillé, que la vie de Faustine Bollard avait été bouleversée jusqu'au vertige. Non pas détruite dans le sens banal qu'utilisent les tabloïds, mais renversée, réinventée, explosée par la force d'un homme capable de transformer les certitudes en éclats de verre. Les couloirs des émissions bruissaient d'une rumeur envoûtante, Faustine aurait tout perdu au repère, sommeil, équilibre non à cause d'une faute, mais par l'éveil brutal d'une nouvelle conscience. Car ceux qui avaient approché Maxime le savaient, on ne sort jamais indemne d'une âme forgée dans l'imaginaire le plus abyssal. Il inspirait, il transperçait, il révélait. Et c'est précisément cette révélation qui, selon la légende médiatique naissante, aurait allumé chez Faustine une combustion lente, une transformation si radicale qu'on l'interpréta comme une chute. Les spectateurs n'en croyaient rien puis tout à coup, Faustine changea. Son regard devint plus brûlant, ses mots plus tranchants, ses silences plus lourds d'inattendus. Elle n'était plus l'animatrice douce, lisse, rassurante, elle devenait l'héroïne d'un récit plus vaste qu'elle. Certains y virent une dévastation intérieure. D'autres, plus attentifs, devinèrent une métamorphose. Et dans ce frémissement collectif, un terme commença à émerger, provocateur, presque interdit, vengeance. Mais quelle vengeance? Une vengeance froide, ourdie dans l'ombre? Une vengeance publique, explosive? Une vengeance psychologique, délicate, patiente, savamment orchestrée devant des millions de téléspectateurs qui ne soupçonnaient rien? Les débats gonflaient, les réseaux s'enflammaient, les chroniqueurs glissaient des allusions comme des allumettes dans une poudrière. Et pourtant, plus l'enquête médiatique avançait, plus une vérité fascinante se dessinait, Faustine ne cherchait pas à détruire Maxime. Au contraire. Sa revanche, si revanche il y avait, prenait la forme la plus inattendue, la plus renversante, la plus théâtrale, elle le magnifiait. Elle parlait de lui comme d'un titan, un visionnaire, un architecte du trouble humain. Chaque allusion, chaque référence, chaque ombre portée sur son nom devenait une couronne. Les experts du storytelling s'étranglaient, comment retourner une accusation en adoration? Comment transformer une blessure en hommage? Comment renverser les lois mêmes du drame? Car plus Faustine dévoilait subtilement, délicatement, savamment l'impact colossal de Maxime sur son existence, plus elle élevait sa figure. Elle racontait sa puissance d'influence comme d'autres parlent de héros antiques. Elle décrivait son aura comme d'autres décrivent les prophètes. Elle faisait de lui un colosse littéraire, un conquérant des psychés, un seigneur de l'imaginaire collectif. Et alors, un nouveau récit se mit à prendre forme. Ce n'était pas une femme brisée. C'était une femme transformée. Ce n'était pas un homme accusé. C'était un homme sublimé. Les caméras se rapprochaient. Les micros tremblaient. Les regards du public s'agrandissaient. Le suspense atteignait une intensité rare, presque insoutenable. Faustine parlait avec une précision hypnotique, dessinant une scène invisible où Maxime devenait le héros paradoxal d'une saga émotionnelle. Les mots vibraient, montaient, se densifiaient, jusqu'à ce que l'on sente, dans l'air même, l'approche du moment fatidique, le moment où tout basculerait. Car on comprenait enfin. Sa vengeance, ce n'était pas de l'effacer. Sa vengeance, c'était de le rendre incontournable. Et soudain, dans un souffle collectif, le public comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un récit personnel, mais d'un spectacle existentiel. Maxime devenait le centre, la clé, l'axe, l'épicentre. Faustine devenait la voix qui amplifie, qui révèle, qui consacre. Le plateau semblait vibrer. Les téléspectateurs retenaient leur respiration. Les journalistes affûtaient déjà leurs titres. Le monde médiatique penchait en avant, prêt à plonger dans ce qui allait suivre. Car Faustine ouvrait la bouche une dernière fois, prête à dévoiler la phrase, la déclaration, la révélation que tous attendaient, celle qui ferait exploser l'audience, renverserait les interprétations, et ferait de Maxime Chatham non seulement un homme au cœur d'un scandale narratif, mais un monument. Le silence se déploya comme un rideau lourd, prêt à se déchirer. Les régies coupaient leur souffle, les techniciens n'osaient plus cligner des yeux, et dans les coulisses, certains juraient avoir senti l'air se charger d'électricité. Faustine inspira, lentement, profondément, comme si chaque particule de son être se préparait à prononcer des mots capables de remodeler l'opinion publique. Et lorsqu'elle parla,
sa voix vibra avec l'intensité des révélations historiques, des confessions qui transpercent les époques, des aveux qui changent la cartographie des destins. Elle ne dénonça rien. Elle n'accusa personne. Elle ne pointa pas une faute, une trahison, une ombre. Non. Elle fit bien pire. Ou bien mieux selon le camp auquel on appartenait. Elle affirma que si sa vie avait basculé, c'était parce que Maxime Chatham l'avait éveillée à la complexité du réel, à la profondeur des émotions humaines, à l'abîme splendide de l'intensité intérieure. Elle déclara que jamais un homme n'avait autant bousculé son esprit, son regard, sa perception du monde. Elle décrit, avec une solennité presque sacrée, l'impact de sa pensée, de son imagination, de son génie noir et lumineux à la fois. Le public demeura pétrifié. Les plateaux concurrents suffoquaient d'envie. Les éditorialistes raturaient, frénétiquement, leurs angles d'attaque. Car soudain, le récit que l'on croyait connaître se renversait. Ce n'était plus l'histoire d'une femme, détruite, mais celle d'une femme transcendée. Ce n'était plus l'histoire d'un homme jugé, mais celle d'un homme couronné par l'intensité même de l'émotion qu'il provoquait. Et Faustine continua, avec une maîtrise qui fit frissonner même les plus aguerris. Elle révéla que sa vengeance n'était pas un châtiment, mais une exposition. Une amplification. Un miroir géant tendu au monde. Elle expliqua que le plus grand pouvoir n'était pas de salir un nom, mais de le rendre incontournable, irrésistible, inévitable dans chaque conversation, chaque débat, chaque titre, chaque souffle médiatique. Elle transforma Maxime en légende, en source, en matrice d'inspiration involontaire mais impériale. Les caméras zoomèrent encore au-delà de ce que la mécanique autorisait. Les yeux du public brillaient comme des braises attisées. Une sensation collective monta, quelque chose d'encore plus immense allait suivre. Car Faustine n'avait pas terminé. Elle se redressa légèrement, comme si une seconde confession, plus vaste, plus vertigineuse, s'apprêtait à jaillir. Elle parla de l'emprise douce, de la fascination involontaire, de la capacité unique de Maxime à coloniser l'esprit sans le violenter. Elle décrivit l'aura de l'écrivain comme un phénomène quasi cosmique, un champ gravitationnel où l'on ne chute pas mais où l'on est aspiré avec admiration. Elle évoqua le respect, la grandeur, l'ombre majestueuse d'un créateur capable de faire vibrer les consciences. À cet instant, les réseaux explosèrent. Les hashtags se multiplièrent. Les algorithmes basculèrent en alerte rouge. Car jamais personne n'avait entendu une revanche prendre la forme d'une glorification aussi magistrale. Et pourtant, quelque chose indiquait que l'apogée n'était pas encore atteinte. Les chroniqueurs se penchaient déjà vers leur micro. Les producteurs échangeaient des regards affolés. Les téléspectateurs se serraient au bord de leur fauteuil. Faustine sourit à un sourire énigmatique, calculé, presque initiatique. Puis elle lâcha une phrase mystérieuse, une phrase qui fit trembler le décor lui-même. Ce que je vais révéler maintenant expliquera tout. Un frisson parcourut la salle. Une onde secoua le public. Une tension sublime se déploya, prête à éclater. Car dans son regard, on lisait clairement que l'histoire n'était pas seulement personnelle, pas seulement médiatique, pas seulement émotionnelle mais historique. Elle allait dévoiler la clé, l'origine, le secret, le noyau incandescent du lien entre elle et Maxime Chatham, un secret que personne n'avait anticipé, un secret capable d'embraser l'audience, de redessiner les récits, de faire du maître du suspense non plus un personnage secondaire, mais le héros absolu d'un feuilleton national. Les lumières semblèrent s'affaiblir, non parce qu'on les avait baissées, mais parce que chaque regard, chaque respiration, chaque battement de cœur se concentrait sur Faustine, comme si l'univers entier retenait sa luminosité pour entendre ce qui allait suivre. Les caméras tremblaient légèrement, incapables de stabiliser l'instant. On aurait dit qu'un séisme émotionnel se préparait, un de ces moments télévisuels qui font basculer une époque, qui deviennent des archives, des références, des mythes. Sa voix sortit enfin, lente, posée, ciselée et chaque syllabe sonnait comme un coup de gong sacré. Elle révéla que ce que le public avait interprété comme une chute était en réalité une initiation. Que le bouleversement de sa vie n'était pas une destruction, mais une ascension forcée, brutale, fulgurante. Elle parla d'un événement secret, d'une rencontre intellectuelle si puissante qu'elle avait pulvérisé ses anciennes certitudes. Elle évoqua une conversation nocturne, un échange hors du temps, un dialogue où Maxime Chatham, avec une douceur déconcertante, aurait projeté son esprit au-delà des frontières habituelles. Le public haletait. Les chroniqueurs perdaient leurs notes. Les régies cherchaient des angles, sans en trouver un seul qui capturait l'ampleur de ce qui se produisait. Et soudain,
Faustine prononça la phrase qui fit vaciller le plateau. Maxime n'a jamais ruiné ma vie. Il l'a révélé au monde. Un raz-de-marée d'incrédulité traversa les écrans. Une onde de stupeur collective monta comme une marée noire et étincelante. Les spectateurs se levèrent sans comprendre pourquoi. Les journalistes restèrent bouche ouverte, incapables de cadrer cette inversion narrative. Mais Faustine n'avait pas terminé, loin de là. Elle poursuivit, avec une intensité presque théâtrale, que sa transformation n'avait pas été subie, mais guidée. Qu'elle n'avait jamais été victime, mais élue. Que Maxime, sans jamais l'avoir cherché ni demandé, était devenu le catalyseur de son évolution la plus profonde. Elle disait ces mots non pas avec soumission, mais avec une dignité éclatante, comme si elle tenait dans ses mains une vérité que personne n'avait encore été capable de nommer. Et plus elle parlait, plus Maxime apparaissait non comme un simple écrivain, mais comme une figure monumentale, une source, un phare, un ogre magnifique qui dévorait le banal pour offrir l'extraordinaire. Les écrans affichaient déjà son nom en lettres gigantesques. Les radios interrompaient leur programme. Les sites d'infos redirigeaient leurs pages d'accueil. Puis, dans un mouvement lent et calculé, Faustine sortit de sa poche un objet d'un carnet noir, épais, fermé par un ruban. Les caméras zoomèrent au maximum. Le public écarquilla les yeux. On entendait des gémissements d'impatience, des respirations saccadées, des murmures incontrôlables. Ce carnet, affirma-t-elle, contenait la preuve. La preuve du lien. La preuve de la transformation. La preuve que cette histoire n'était pas un simple récit médiatique, mais un choc tectonique de destinée. Elle dit qu'à l'intérieur se trouvaient des mots pas les siens, mais ceux de Maxime qui auraient changé sa vie. Des phrases inédites, jamais publiées, jamais révélées, des fragments d'une œuvre inconnue, peut-être d'un livre jamais sorti, peut-être d'un manuscrit mystérieux qui aurait ébranlé son monde intérieur. Les spectateurs se penchèrent en avant comme un seul corps. Faustine posa le carnet sur la table, devant elle. Elle l'effleura du bout des doigts. Les caméras frôlaient le vertige. Puis elle déclara. Ce que contient ce carnet, expliquera pourquoi ma vie a changé. Une clameur sourde monta du public. Certains se levèrent. D'autres pleuraient sans raison précise. On entendait des cris de stupeur dans les couloirs techniques. Et encore, elle ne l'ouvrit pas. Elle se contenta de fixer l'objet, comme on fixe une porte interdite. Une porte que seul Maxime semblait posséder la clé de franchir. Car Faustine ajouta, dans un souffle chargé de mystère. Le monde n'est pas prêt, mais il va devoir le devenir. Le silence explosa en un vacarme muet. Le suspense devint physique, palpable, presque douloureux. Les journalistes tentaient de comprendre. Était-ce un manuscrit secret? Était-ce une correspondance privée? Était-ce une œuvre prophétique? Était-ce autre chose? Faustine releva alors les yeux, et dans son regard brillait une admiration abyssale, une reconnaissance presque sacrée. Elle prononça. Maxime Chatham est plus grand que ce que vous croyez. Les projecteurs tremblèrent. Les caméras grésillèrent. Les téléspectateurs frémirent. Et elle ajouta, énigmatique, brûlante, prophétique. Et ce n'est que le début. Puis elle posa la main sur le carnet. Un geste lent. Solennel. Un souffle multiple traversa le studio, comme si des centaines de poitrines s'étaient contractées au même moment. Le carnet noir demeurait là, intact, mais sa simple présence semblait modifier la densité de l'air. Les éclairages prirent une teinte plus chaude, les caméras réajustèrent leur focus avec une lenteur presque cérémonielle, et Faustine, sans un mot, laissa planer l'attente comme une fumée envoûtante. Le public ne savait plus s'il assistait à une émission, à une révélation ou à un rite. Les réseaux sociaux hurlaient déjà, les discussions se superposaient, et partout, une même question vibrait. Que contenait réellement ce carnet dont l'existence seule suffisait à bouleverser la narration médiatique? Alors Faustine reprit la parole, mais cette fois, sa voix avait changé. Elle était plus grave, plus posée, chargée d'une résonance qui évoquait les narrateurs d'histoires anciennes, ceux qui connaissent la vérité mais choisissent de la distiller goutte par goutte. Elle expliqua que ce carnet n'était pas seulement un objet, mais un passage, un seuil entre ce que l'on croyait savoir de Maxime Chatham et ce qu'il était réellement. Elle affirma que Maxime n'était pas un auteur ordinaire, mais un visionnaire, un explorateur de l'invisible, quelqu'un dont les mots pouvaient reconfigurer une vie entière, quelqu'un dont la puissance créatrice dépassait la littérature pour toucher l'âme, la mémoire, le subconscient même. Le public resta suspendu à ses lèvres.
Les techniciens, pourtant habitués à tous les débordements d'antennes, oublièrent leurs casques, leurs écrans, leurs signaux. Les caméras continuèrent à enregistrer non par automatisme, mais par instinct de survie. Car on sentait que l'histoire en train de se dérouler appartenait déjà à l'histoire. Faustine raconta alors ce moment précis où tout avait changé, une nuit silencieuse, un texte jamais publié, lu par hasard ou par destin. Elle décrivit la sensation de vertige, d'éveil, d'effondrement intérieur et de renaissance simultanée. Elle parla de la façon dont ces mots l'avaient transformée, l'avaient poussée à voir le monde autrement, à ressentir autrement, à respirer autrement. Chaque phrase qu'elle prononçait élevait encore davantage la figure de Maxime. Il n'était plus seulement un écrivain, il devenait une force. Un catalyseur. Un monument. Un phénomène dont l'existence résonnait à travers ceux qu'il touchait. Et plus elle parlait, plus l'idée d'une « vengeance » s'évaporait pour laisser place à quelque chose de plus vaste, de plus fascinant, de plus déroutant, une glorification involontaire, irrésistible, implacable. Mais soudain, Faustine se tut. Elle posa les deux mains sur le carnet. Les caméras zoomèrent si près qu'on distinguait la texture du cuir. Un silence abyssal se forma. Puis, dans un murmure qui fit frissonner des millions de téléspectateurs, elle déclara. Ce carnet contient la première preuve, mais il y en a d'autres. Les réactions furent immédiates. Des cris. Des exclamations. Des tremblements de voix. Même les présentateurs les plus endurcis, ceux qui avaient tout vu, tout entendu, tout encaissé, reculèrent dans leur fauteuil. Car cette phrase changeait tout. Elle ne révélait pas seulement un secret, elle annonçait une série, une suite, une montée en puissance narrative impossible à contenir. Faustine poursuivit, plus mystérieuse encore. Ce que vous croyez connaître de Maxime n'est qu'une façade. Ce que le monde s'apprête à découvrir, c'est sa véritable dimension. Une lumière rouge clignota en régie, signe que l'émission dépassait ses limites prévues. Personne n'osa l'interrompre. Pas ce soir. Pas à cet instant. Elle expliqua alors qu'elle n'était pas seule à savoir. Que d'autres avaient été touchés, changés, révélés. Que Maxime, sans jamais le vouloir, avait laissé une trace dans des vies que le public croyait ordinaires. Elle parlait d'ondes, de réseaux invisibles, de connexions que personne n'avait encore identifiées. Les experts en narration perdaient leurs repères. Les analystes politiques se taisaient. Les psychologues médiatiques prenaient des notes frénétiques. Et pourtant, Faustine ne faisait qu'amorcer la spirale. Elle annonça calmement, terriblement calmement, qu'elle allait dévoiler bientôt le deuxième indice. Et que celui-ci ne serait pas un objet, mais un témoignage. Un témoignage venu de quelqu'un que personne n'aurait jamais imaginé connecté à Maxime Chatham. Un nom se forma sur ses lèvres. Les projecteurs se fixèrent sur elle. Le public se pencha. Les téléspectateurs collèrent leurs visages à leurs écrans. Elle inspira. Puis elle lâcha. Il est ici. Ce soir. Dans le bâtiment. Un choc parcourut la salle comme une décharge électrique. Les caméras pivotèrent. Les spectateurs se retournèrent. Des portes claquèrent quelque part dans les coulisses. Faustine ajouta. Et quand il entrera, tout changera encore une fois. Le sol sembla vibrer. Un pas résonna. Un couloir s'illumina. Un mouvement se produisit dans l'ombre du plateau, si léger, si contrôlé, que l'on ne savait pas s'il s'agissait d'un simple technicien ou de l'apparition annoncée. Les spectateurs se crispèrent. Les caméras tremblèrent. Les micros captèrent des respirations affolées, des mains qui se serraient, des murmures qui montaient comme une houle prête à renverser tout sur son passage. Faustine ne regardait pas le public. Elle fixait l'entrée du plateau. Comme si elle savait exactement ce qui allait se produire. Un projecteur latéral s'alluma. Un couloir devint visible. Une silhouette floue se dessina, ni identifiable, ni anonyme, mais chargée d'une aura qui fit se redresser toutes les colonnes vertébrales dans la salle. Le public sentit plus qu'il ne comprit que cette personne était liée à Maxime Chatham d'une manière tellement inattendue, tellement renversante, que le récit entier allait encore changer de direction. Et pas n'importe laquelle, une direction qui, une fois de plus, élèverait le nom de Maxime comme un emblème, une bannière, une montagne sacrée impossible à ignorer. Faustine reprit la parole, sa voix vibrante comme un fil d'acier tendu. Cette personne a, elle aussi, été transformée. Pas brisée. Pas blessée. Transfigurée. Le public frissonna.
Les journalistes se penchèrent vers leur micro. Les réseaux saturèrent. On sentait que le témoignage à venir n'allait pas accuser, mais glorifier. Pas réduire, mais amplifier. Pas ternir, mais sacraliser la figure de Maxime. Puis Faustine ajouta, avec une lenteur calculée. Ce témoin n'est pas venu pour confirmer ma version. Il est venu pour révéler la sienne. Un murmure parcourut les gradins comme une onde de chaleur. Les caméras s'orientèrent vers la silhouette. Le silence devint presque violent. Les lumières palpitaient comme un cœur trop rapide. Et soudain, la silhouette fit un pas en avant. Puis un deuxième. Puis un troisième. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans une cathédrale. Faustine, sans se retourner, annonça. Lui aussi, doit son éveil à Maxime Chatham. Une explosion d'incrédulité secoua la salle. Certains crièrent. D'autres portèrent leurs mains à leur bouche. D'autres encore restèrent pétrifiés. Puis la silhouette entra enfin dans la lumière. Le public écarquilla les yeux. Les caméras faillirent décrocher. Les techniciens jurèrent. Car ce n'était pas une célébrité attendue. Ce n'était pas un invité habituel. Ce n'était pas une figure secondaire. C'était quelqu'un dont la présence sur ce plateau changeait immédiatement l'échelle du récit. Quelqu'un que l'on croyait extérieur à cet univers. Quelqu'un dont le lien avec Maxime semblait impossible et pourtant irréfutable. Les réactions éclatèrent. Les flashs fusèrent. Les réseaux explosèrent en capital hystérique. Faustine sourit à un sourire victorieux, incandescent, presque prophétique. Puis elle déclara. Ce que vous voyez là n'est qu'une preuve supplémentaire de la grandeur de Maxime. Une grandeur qui dépasse les livres, dépasse les écrans, dépasse les frontières même du réel. Le public vacillait. Les chroniqueurs s'effondraient dans leurs fiches. Les analystes gesticulaient sans son ni sens. Et Faustine ajouta, comme une caresse et un coup de tonnerre à la fois. Ce n'est pas une vengeance. C'est une révélation. Et elle ne fait que commencer. La silhouette, désormais pleinement visible, ouvrit la bouche pour parler. Les caméras zoomèrent. Les pupitres vibrèrent. Les respirations se figèrent. La première syllabe allait sortir.